Bonsoir à toutes et à tous, plaisir de vous présenter Métro News. Voici les titres à la une de l'actualité. Entre janvier et novembre 2025, Médecins sans frontières MSF a assuré plus de 107 000 consultations médicales en Haïti et pris en charge près de 20 000 patients aux urgences. MSF tire la sonnette d'alarme face à une crise humanitaire aggravée par l'insécurité. Jacques Ted, syndic de l'accord Montana, appelle à une nouvelle transition après le 7 février. Le professeur plaide pour un organe de contrôle et l'exclusion des partis politiques du processus transitoire. Et puis, à Port-au-Prince, l'ambiance des fêtes de Noël est fortement assombrie par l'insécurité, les embouteillages et l'insalubrité, une situation qui pèse lourdement sur les activités des petits commerçants. À tout de suite. Comme annoncé en titre, entre janvier et novembre 2025, Médecins sans frontières, MSF, a assuré plus de 107 000 consultations médicales en Haïti, pris en charge près de 20 000 patients aux urgences, accompagné plus de 2300 accouchements et soigné des milliers de victimes de violences et d'accidents. Ces activités se déroulent dans un contexte sécuritaire extrêmement dégradé, notamment à Port-au-Prince, où l'insécurité et les attaques contre les structures de santé entravent gravement l'accès aux soins. Par ailleurs, le centre d'urgence de Turgeau a été définitivement fermé en septembre dernier. Pour parler de la crise humanitaire provoquée par les violences armées, nous recevons la responsable médicale de Médecins sans frontières, Nathalie Flore Bernard. Aujourd'hui, on reçoit Mme Nathalie Flore M. Bernard, qui est responsable des activités médicales à Médecins sans frontières, qui est une ONG humanitaire. Alors, bonsoir, Madame Bernard. Bonsoir, Madame Poulard. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir un petit peu discuter des activités de Médecins sans frontières et de la situation humanitaire, de la situation sanitaire au pays. Plaisir partagé. Nous sommes en fin d'année. Alors, quelles ont été les actions menées par MSF face à la crise actuelle au cours de l'année? En effet, Madame Poulard, la situation sanitaire en Haïti est extrêmement préoccupante parce que actuellement, en Haïti, nous faisons face à une situation sécuritaire jamais connue auparavant où on a un bon nombre d'affrontements armés, d'affrontements violents un petit peu partout au pays. Par rapport à ça, ces affrontements vont occasionner des victimes un petit peu partout également et influencer l'accès aux soins de la population. MSF, Médecins sans frontières, de son côté, a bien sûr remarqué tout cela et nous avons du coup fait en sorte d'être plus disponibles sur le terrain, d'aller un petit peu plus vers la population pour pouvoir offrir des soins de santé gratuits et de qualité. Par rapport à cela, Médecins sans frontières a soigné plus de 107 000 personnes pendant l'année 2025 et on a reçu également plus de 20 000 cas d'urgence pendant cette année et on a soutenu plus de 4 000 survivants aux violences sexuelles. Et quand je dis soutenir les survivants de violences sexuelles, ça signifie des prises en charge physiques, mais également des prises en charge côté santé mentale. Donc, nous avons pu, à Médecins sans frontières, réaliser que ce nombre de victimes dues au contexte sécuritaire est grandissant. On a notifié encore plus de victimes dues aux affrontements armés, encore plus de victimes dues au manque d'accès aux soins, parce qu'aujourd'hui, on a environ plus de 80% des institutions sanitaires qui sont non fonctionnelles, soit qui ont été pillées ou qui sont aujourd'hui non accessibles à la population. Parce que selon un rapport qui a été émis par l'OPS, aujourd'hui, on a plus de 40% de la population qui n'a pas accès aux soins. Donc, ce constat est constant
et le nombre, comme je l'ai dit tantôt, est grandissant. C'est pourquoi également à Médecins sans frontières, nous essayons dans la mesure du possible à aller vers les populations vulnérables, en particulier les populations qui sont enclavées dans des zones enclavées et qui n'ont absolument aucun accès aux soins. Alors, comment avez-vous fait face aux défis par rapport aux centres positionnés dans des quartiers et contrôlés par des gangs? Merci pour cette question. Ce qui est important à savoir, c'est que dans toutes les zones où Médecins sans frontières intervient, avant d'intervenir dans ces zones-là, on fait une étude scrupuleuse des besoins médicaux et également de concert avec plusieurs acteurs, soit les autorités haïtiennes, soit les partenaires humanitaires, également toute autre partie prenante dans la recherche des besoins médicaux de la population. Il y a il y a plein de réunions, plein de pourparlers qui se font pour pouvoir vraiment aller vers là où les besoins se font sentir, y compris là où il y a des populations, il y a un nombre de populations vulnérables qui n'ont pas accès aux soins, soit parce qu'il y a un contexte sécuritaire particulier, soit cette population se trouve dans des zones enclavées. Par rapport à ça, Médecins sans frontières, étant donné que nous avons dans toutes les activités médicales que nous menons, nous avons toujours recours à ces valeurs qui font que nous arrivions à prodiguer des soins comme il se doit, à savoir notre impartialité. Nous donnons des soins à tout le monde, indépendamment de leur origine, indépendamment de leur religion, indépendamment de leur race. Nous donnons les mêmes types de soins de qualité à tout le monde. Et également, Médecins sans frontières ne prend pas parti pour un côté ou pour l'autre côté. Nous restons totalement neutres. Et également, Médecins sans frontières est indépendant. Autrement dit, il n'y a pas de rapport à donner à une partie ou à une autre. C'est pour cela, grâce à nos valeurs, grâce à ces soins médicaux qui sont prodigués, nous arrivons à nous rendre dans des endroits où la population est enclavée et n'arrive pas à recourir aux soins de santé. Mm-hmm. Vous avez parlé des prises en charge des victimes de violences armées. Et est-ce que vous avez un bilan des victimes de violences armées ayant reçu des soins dans les centres de MSF? Oui. Alors, quand je parle de violence, déjà, on a les victimes de violence. Ça peut être des violences, des victimes de violences armées, ça peut être les victimes de violences sexuelles. On a également beaucoup de cas de traumatismes qui sont reçus, que ce soit des traumatismes violents ou des traumatismes non violents. Pour les traumatismes violents qui ont été rapportés jusqu'à présent, pour les traumatismes violents qui ont été reçus à MSF jusqu'à présent, on a environ, de janvier jusqu'à novembre 2025, on a environ 1 millier de traumatismes violents. Par contre, pour les traumatismes non violents, on a le triple. Ce que je veux dire par là, on entend pour tous les enfants qui ont eu des chutes, on entend par cela toutes les personnes qui ont eu des accidents de la voie publique. Autrement dit, des traumatismes ne sont pas du tout liés à la violence au pays. D'accord, merci Madame Bernard. Merci à vous, Madame Poulard. Notre invitée, Madame Nathalie Flore M. Bernard, qui est responsable des activités médicales à Médecins sans frontières. En politique, Jacques Ted, syndic du bureau de suivi de l'accord de Montana, prône une nouvelle transition dotée d'un organe de contrôle et d'un conseil national de sécurité après le 7 février. Invité ce mardi à la rubrique Le Point, il a estimé que les partis politiques devaient être tenus à l'écart de cette transition devant mener à des élections libres. Écoutons Jacques Ted, syndic du bureau de suivi de l'accord de Montana. Ça faut très, très conscient de ça. Et ça qui est important, est-ce que je dis à la police en situation de garantir la sécurité? Certainement non.
Mais est-ce que dans le moment ça que nous avons parlé, il y a plus force, autonome, il y a plus d'autonomie par rapport à mon politique, par rapport à mon capété, qui a agi sur eux, qui a joué avec eux, pour garantir le pouvoir, par rapport à Premier ministre qui a essayé, il y a un tel parti dans la police, tel parti dans la mienne, pour assurer celui qui a fait transition des pralités, ou bien la répondre à tel jeu de l'international que c'est lui qui a choisi. Tout ça, fond clair, il n'est pas capable de rester après le 7 février. Même si là, ce sera dans l'espace de montée, ça pour remplacer, il y a rendre service à la nation, il y a en attendant que résout le problème. Ça. De pas de inquiétude de ce point de vue, sauf que il n'est pas capable de rester pour faire élection démocratique dans le pays. Il n'est pas capable de rester pour permettre la conférence nationale pays à fait, pour tout haïtien parler une avec l'autre, et il a une capacité de définir l'avenir pour casser les relations d'apartheid dans le pays. C'est le moment précis qui est là, et c'est ça qu'on a prôné depuis 4 ans, et le moment encore une fois présenté, il faut tirer les leçons du passé, et je dis à là, faire quelque chose de nouveau, ne pas retourner dans la tradition, c'est ça le toujours. La Direction générale des impôts, DGI, rencontre des difficultés pour délivrer des numéros d'immatriculation fiscale, a indiqué le directeur général de l'institution, Romuald Petit, lors d'un point de presse tenu ce mercredi 23 décembre. Ces problèmes dus à une défaillance du système qui génère les numéros dans une autre entité politique ont entraîné l'arrêt complet des activités de la section d'identité au bureau central de l'institution fiscale chargée notamment de délivrer les droits de passeport, a précisé la responsable de la DGI. Romuald Petit a également annoncé qu'une nouvelle carte d'immatriculation fiscale sera mise en circulation d'ici janvier 2026 afin de résoudre le problème. Suivez tour à tour les déclarations du directeur général de la DGI, Romuald Petit, et du directeur de l'informatique, Luc Chrysostome. Objet réunion, c'est examiner les problèmes qui sont soulevés par l'utilisation nouveau NIFIO. Ça nous relève numéro d'identité fiscale par contribuable. Problème ça qui posait depuis quelques temps, nous-mêmes dans DGI, nous avons en pile disposition pour ça pas arriver dans le point ça. Parce que nous arrivons dans un point de rupture, côté que certains contribuables présentés et il y a des difficultés pour joindre un niveau que le cas utilisé et dans toute l'autre institution et pays notamment. Donc problème ça, il a entraîné et que l'autre problème, tant pour dysfonctionnement de 11 sections d'identité. Section d'identité, c'est une structure dans la Direction générale des impôts, en particulier dans le bureau central là, qui se côté là. C'est lui-même qui est chargé pour faire émission NIF pour contribuables. Je dis à lui dysfonctionnel. Et bon l'autre section qui est chargée pour liquider droit passeport qui au ralenti, pour qui ça, surtout pour les nouveaux contribuables, monde qui fait besoin de NIF pour fonctionner. Il y a même tout li affecté et section ça, il y a une difficulté pour liquider des droits de passeport. Le problème là, tu viens poser dans un premier temps, nous devons arriver faire des nouveaux NIF. Mais nouveau NIF ça yo, il est venu dans une phase côté yo pas capable d'intégrer ce système panois que nous utilisons dans DGI. Et technicien DGI qui travaille d'arrache-pied, nous avons fait nouveau NIF ça yo intégré dans le système DGI de façon pour nous être capable de jouer un thème de passeport et faire papier légalisation de façon pour être capable de régler aussi deux dossiers. Ça qui devient posé par la suite. Et thème de passeport DGI Bayo, il y a un contribuable qui dit aller dans l'immigration retourner parce que matricule là pas qu'à intégrer dans l'immigration. Et il y a une chose que je vais ajouter pour nous clair sur ça. DGI, ce n'est pas lui qui a généré de NIFIO.
c'est une autre institution qui génère NIFIO. DGI lui-même il fait distribution NIFIO. C'est-à-dire, l'OVIN DGI baou NIF, mais ce n'est pas DGI qui crée NIF là-bas vraiment. C'est-à-dire, DGI utilise un serveur de l'autre institution de façon pour être capable de contribuer à NIF là. C'est-à-dire, étant donné qu'il y a un problème qui est déposé, nous travaillons avec l'institution étatique ça, de façon pour être capable de gérer le problème là. Entre les embouteillages, l'insalubrité et la peur de circuler, la capitale se prépare à célébrer la fête de Noël à environ 48 heures de son arrivée. Des petits commerçants interrogés par Métropole ne cachent pas leur frustration face à cette situation qui, d'année en année, devient de mal en pis. La vente des articles de Noël ne fait que diminuer. Une année durant laquelle la population a connu des tragédies liées à l'insécurité, à la misère et au chômage, ont-ils souligné. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Alors que l'incertitude plane dans l'esprit de plusieurs Haïtiens quant aux fêtes de fin d'année, dans un contexte marqué par une insécurité grave, des petits commerçants restent fidèles à la tradition. Année, ça va Noël pour nous. Nous, comme d'habitude, c'est culture nous obligés de nous faire, mais pas Noël pour nous. Année, ça du tout, rien pas vendre. Tout le monde a gardé, tu as acheté, pas de cop. Obligé ou même ou pas dire rien parce que vraiment pas gain vraiment. Même ou même pour mettre le dehors, pas mettre le dehors parce qu'il y a une possibilité pour mettre le dehors. Mais quand même, ce qu'il tue nous obligé nous faire. Si certains restent pessimistes pour la fête de Noël à cause de la recrudescence des violences des groupes armés, cette dame croit que c'est une période d'espoir bien que la vente des articles de Noël soit maigre. On fait jour nous pas vendre parce que pas gain monde, pas aucun monde. C'est un grand monde, deux grands monde, yo marchandé pour y a pas bon yo aller parce que pas gain cob. D'année en année, Noël est devenu triste et amer, le goût des fêtes est fade avant de devenir insipide. Personne ne peut dire de quand datent les problèmes des fêtes de fin d'année en Haïti, explique-t-elle. T'as souhaité pour bailler changer, pour payer changer, pour au moins te gagner Noël qui te qu'on gagne avant, pour nous joindre, pour nous fonctionner nous-mêmes. L'année touche à sa fin. Une année durant laquelle la population a connu des tragédies à cause de l'insécurité, la misère, le chômage qui s'abattent davantage sur le pays. Malgré tout, des Haïtiens entendent célébrer les fêtes de fin d'année. Promoteurs, artistes et fans de la musique se donnent rendez-vous soit pour une soirée dans un quartier huppé de la capitale, soit dans d'autres régions du pays. Entre les embouteillages, l'insalubrité, la peur de circuler, la fête se déroule. Rappel des titres. Entre janvier et novembre 2025, Médecins sans frontières MSF a assuré plus de 107 000 consultations médicales en Haïti et pris en charge près de 20 000 patients aux urgences. MSF tire la sonnette d'alarme face à une crise humanitaire aggravée par l'insécurité. Jacques Ted, syndic de l'accord Montana, appelle à une nouvelle transition. Après le 7 février, le professeur plaide pour un organe de contrôle et l'exclusion des partis politiques du processus transitoire. Et puis à Port-au-Prince, l'ambiance des fêtes de Noël est fortement assombrie par l'insécurité, les embouteillages et l'insalubrité, une situation qui pèse lourdement sur les activités des petits commerçants. C'est la toute fin du journal Métro News. Un plaisir de vous avoir servi. Je vous souhaite joyeux Noël et on se retrouve bientôt.